Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais tenter de vous parler à chaud, et ça ne va pas forcément être évident, de mon tout premier visionnage, et donc découverte tardive de Tron Legacy, Tron l'héritage en VF, sorti en 2010, 27-28 ans après le premier Tron de 1982 que j'avais évoqué l'année dernière en vidéo pour ses 40 ans. Alors attention, ce nouvel opus n'est plus réalisé par Steven Lisberger, qui fait quand même un petit caméo à un moment, mais par un certain Joseph Kosinski, qui par la suite fera Oblivion ou encore, l'an passé, Top Gun Maverick. Et au casting, deux acteurs reviennent du premier Tron. Jeff Bridges, dont l'apparence est traitée de façon assez particulière, j'y reviendrai, et Bruce Boxleitner, tandis que de nouvelles têtes apparaissent, Garrett Hedlund, pour jouer le fils du héros, Olivia Wilde, le seul personnage féminin vraiment marquant de ce film, et avec un destin intéressant. Il y a aussi Beau Garrett, qui pour le coup, elle, fait totalement fonction, et pas loin du stéréotype. Nous avons aussi Michael Sheen, qui joue une sorte de David Bowie chapelier fou, là vers le milieu, bon, pourquoi pas. Un petit peu d'excentricité, ça fait pas de mal. Et quelques caméos, donc au-delà de celui du réalisateur du premier, Cillian Murphy, qui n'est même pas crédité, qui joue le fils du chef d'entreprise, là, directeur de la société, enfin celui qui ne devrait pas l'être mais qui l'est devenu, j'expliquerai pourquoi dans le synopsis. Et il y a surtout les Daft Punk. Alors, ils ne sont pas là par hasard à faire les DJ dans une boîte de nuit virtuelle, parce qu'ils composent également la BO. Il faudra que j'y revienne. Alors, l'histoire se déroule 27-28 ans après donc, les événements de 1982. On a un petit flashback pour nous raconter l'histoire. Ça vous rappelle au passage ce qui a pu se passer dans le premier Tron, même si vous ne l'avez pas vu. Après, on peut voir ce film à part. Kevin Flynn, donc le développeur de logiciels qui était devenu directeur de la société Encom, a disparu. Alors pas directement après la fin du premier Tron, mais 7 ans après, 1989, 20 ans donc, hop, où il n'a plus donné signe de vie. Et on retrouve donc après ce laps de temps, le fiston, Sam, qui n'est pas forcément à la quête de son papa, et c'est fait à l'idée, mais qui va aller essayer de mettre des bâtons dans les roues de la société Encom, dont il est censé être l'actionnaire principal et l'héritier, Legacy, mais il n'accepte pas cet héritage visiblement. Il est juste là pour donc faire le jeune rebelle et rendre gratuit un logiciel que la société voulait vendre des millions. Bon. Sauf que, bon, il va se faire arrêter, etc. Sauvé par l'ancien bras droit de son père, joué par Bruce Boxleitner, et de fil en aiguille, va tomber sur la salle d'arcade du premier film, alors laissé totalement à l'abandon, qui nous est présenté avec une musique de Journey que j'aime beaucoup, hein, Separate Ways, alors que d'ailleurs dans le premier film il y avait déjà du Journey. Et donc dans cet endroit totalement poussiéreux et tout, il va essayer de trouver un message de son défunt, pense-t-il, papa, mais pas si mort que cela. Et à l'image du père, Sam va être projeté donc dans cet univers virtuel programmatique, la grille, où il va devoir affronter pas mal de choses, et quelques petits jeux par exemple, comme donc Kevin Flynn dans le premier Tron, course à moto, un petit jeu à la guerre des disques, là, tout ça. Et forcément, sur place, il va retrouver son père, mais pas que lui. Aussi le logiciel qu'il a créé et qui apparaissait en tant que son avatar dans le premier Tron, à savoir Clou. Sauf que Clou, il n'est plus vraiment gentil. Il s'est émancipé. Et donc là, nous avons un film de dualité père-fils et donc créateur-programme. Et savoir si justement chacun va voler de ses propres ailes au début du film. C'est le cas, ou finir par se réconcilier et retrouver un petit peu la source. Voilà. Et je suis embêté avec ce film en fait, parce que il y a beaucoup de choses que j'apprécie et d'autres qui me perturbent un petit peu. Dans le sens où on a une histoire qui est assez simple et universelle sur le papier, et qui est riche en thématiques, passionnante. On arrive au bout. Croyez-moi, on a tout compris, même si à certains moments ça paraît complexe pour pas grand-chose et artificiel. Bah, c'est à l'image du premier Tron. Ça m'a fait toujours cet effet-là, même quand je l'ai revu. Oui, bon, voilà, univers, machin, et on arrive au bout, ok, c'est bon.
Mais bon, c'est pas tout à fait mon truc à la base. Par contre, ça reste fascinant. Mais là où justement le premier Tron a anticipé les choses et a été même presque trop novateur pour l'époque, je trouve ce Tron Legacy entre deux eaux dans le sens où il est certes avant-gardiste sur un point, et j'en arrive là d'ailleurs, tiens, directement. Jeff Bridges et son rajeunissement numérique pour jouer donc son programme Clou, parce que lui il n'a pas vieilli, même si on va le voir avec son âge réel quand on va retrouver le père. Hein. Alors parfois c'est génial, parfois c'est pas forcément abouti, ça dépend des scènes. Hein. Je pense que forcément il a fallu faire des choix sur le budget, etc. Bon, peu importe. Donc là il y a quelque chose, même si ça avait déjà été fait avant, notamment à X-Men, mais oui. Puis un an après Avatar, finalement, c'est vraiment cette mouvance ultra technologique et numérique. Mais sur d'autres points, je trouve que le film est en retard et en fait ne fait que reprendre des principes déjà vus ailleurs dans d'autres fictions. Alors c'est un peu le paradoxe parce que pas mal de choses que Tron avait instillées, qui ont été reprises après, là tu as l'impression que Tron Legacy reprend l'héritage de Tron et l'héritage de ce qu'il a laissé en héritage. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Exemple, Matrix. Voilà, je ne balance que ça ici, mais à un certain moment quand même, visuellement, esthétiquement et même sur le plan de l'action, tu as l'impression qu'il y a le prolongement de ce qu'on a vu dans la trilogie des sœurs Wachowski, à l'époque, trilogie, hein, et qui avait été forcément source d'inspiration dans Tron. Bon, évidemment, c'est l'évolution du cinéma que l'on voit là, ici, donc c'est pas si inintéressant que cela, c'est même passionnant, mais malheureusement, le film ne va pas plus loin que des thématiques déjà vues et universelles qui sont toujours riches et intéressantes à développer. À un moment, il y a quand même 2-3 trucs qui sont passionnants, mais malheureusement, ce n'est pas sur le développement de ces choses-là que le film décide d'aller parce que c'est une production populaire, blockbuster, Disney, et ça se sent sur certains points, malheureusement, là où ça aurait dû aller plus loin, comme le premier Tron. Le premier Tron, moi je comprends, budget, c'était compliqué et tout, voilà, et c'est un miracle que le film ait existé en tant que tel en 82, mais là, pour 2010, t'as l'impression que du coup, ça fait une forme d'artificialité et presque de paresse par moment, là où ça aurait dû nous mener et là où ça ne nous mène pas. Bon, après, l'essentiel est là sur donc le côté père-fils et création-créateur. Ça, c'est intéressant. La façon aussi de voir un monde parfait potentiel, une utopie que Kevin Flynn avait déjà dans le premier Tron, et qu'on va le voir développer dans les flashbacks, là, entre 82 et 89, où à un moment il parle face à des milliers de gens, et on le sent déjà presque, une forme de potentiel futur meneur d'hommes, dictateur, mais non encore gentil, etc. Mais c'est ce que va devenir son programme Clou, qui lui, à l'image du créateur, va aller au bout de ses idées, mais trop, sans se poser des questions, et donc on arrive sur la grille dans un monde clairement dystopique, mais très aseptisé. On peut y voir ici du THX hein, de George Lucas, mais pas que avec du blanc, hein. C'est blanc, noir, etc. Donc forcément, le côté lisse, tout cela, c'est logique, artificiel. En plus, on est quand même dans un monde artificiel virtuel, hein, tout simplement. Donc sur les décors, tout cela, c'est très bien, pas de souci. Mais à un moment, on va nous distiller des choses passionnantes sur le retour du père, donc, qui est dans un endroit perdu dans des limbes pour ne pas se battre, en fait. Il ne peut pas se battre. Il a compris qu'il baisse les armes et il réfléchit dans un coin, presque en mode philosophe. Et son antre est absolument magnifique visuellement. Alors, ça emprunte pas mal de 2001 Odyssée de l'espace, mais c'est quand même, niveau coup d'œil, remarquable. Et on le voit là réfléchir avec sa bras droit, sa protégée, donc Olivia Wilde, qui s'appelle Cora, je crois, qui est très intéressante comme protagoniste. Mais malheureusement, bon, à part le lien qu'elle va avoir avec Sam, c'est pas ultimement l'aboutissement qu'on aurait pu imaginer. Et puis la révélation autour d'elle, finalement, est assez évidente. Donc il y a ça qui est passionnant quand même, mais ça reste là, alors que ça aurait dû aller là-haut, vous voyez. Il y a aussi cette histoire avec les ISO, création spontanée de programmes plus humains que des programmes, mais enfin, c'est entre les deux, sorte d'ersatz, pas ersatz, de mélange, si vous voulez. Alors, je fais simple, hein. Humanité et programme qui sont apparus comme cela, c'est intéressant de ne pas leur donner une origine précise, mais on n'en fait pas grand-chose, si ce n'est que ça en est presque un mythe. Voilà. Bon. Ouais, il y a des trucs comme ça qui sont brassés, qui ont peut-être été développés, je crois qu'il y a une série animée derrière, ou il y a une suite peut-être prévue en 2025, avec Jared Leto, mais ça c'est pas sûr. Peut-être qu'on verra plus là, et qu'on sentira plus les choses, mais bon. Et donc, bah après, c'est juste un film qui essaye aussi de suivre les pas du premier, en allant plus loin, avec des chorégraphies et tout. Oui, on a du Matrix, on a aussi du Star Wars par moment, hein. Bon, ça existait déjà avant Tron, mais hein, on est dans cette continuité un peu... opératique SF.
dans ce zoo-là, quoi. Et puis voilà, au moins c'est sympa. Par contre, le truc qui est pour moi la grande réussite du film, c'est la BO des Daft Punk. Et ça, franchement, j'ai été surpris sans être surpris, parce que ce sont deux musiciens extraordinaires, mais ils arrivent à avoir leurs pattes sur certains thèmes électroniques, tout en faisant quelque chose de cinématique. On a vraiment du soundtrack là, un magnifique mix qui rythme le film, qui en devient très musical par moments. Et franchement, ça permet de garder l'attention et la tension, en 2 mots, sur certaines scènes d'action, etc., les moments déchirants et tout, même si on comprend la finalité avec le sacrifice ou pas. C'est... Bon, l'idée de la religion aussi, évidemment, c'est très religieux sur la lecture aussi, Dieu avec sa création déchue, donc c'est l'enfer contre le paradis potentiel, hein, on a ça. Et puis bon, et puis cette fin qui a assez téléphoné quand même, mais bon, au moins on en arrive sur une sorte... Ouais, je comprends, mais ça fait Disney. C'est ça que je voulais dire. Quand même, l'histoire d'un prince charmant avec sa princesse à un moment, hein, mais bon. Voilà, je suis donc assez mitigé sur ce premier visionnage, mais j'y reviendrai un jour. Je comprends que ça ait pu autant diviser, en tout cas. Ça me divise intérieurement. Souvent, quand un film divise, moi, je suis toujours entre les deux à me poser des questions. Et quand un film te fait poser des questions, même si tu vois des défauts, c'est déjà le principal. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, des ajouts numériques, tout cela, le travail sur l'esthétique, c'est intéressant, les thématiques, bien sûr, et la BO de Daft Punk. On en discute en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.